Donc, autour de la table, Cyril Lachèvre. Salut Cyril. Bonjour Stéphane. Fondateur de Silence. Françoise Gris. Bonjour Françoise, administratrice, ancienne patronne d'énormément de choses. Voilà. Et puis Guy Mamoumani qui nous rejoindra dans quelques instants. Mais on peut démarrer ensemble. Peut-être avec toi d'ailleurs Cyril, ton passé de journaliste politique. Et tiens, ah non, parce que j'y pensais pas, mais j'y repense maintenant, parce que tu as longtemps travaillé sur Bercy. L'histoire des agences de notation, là, tout le monde a balayé d'un revers de main l'histoire de Fitch. Globalement, ton ancienne consoeur Berthilde Bayard, c'est ça, voilà, dont j'adore les éditos, voilà, ça me permet de le dire, avait titré Tout le monde se fiche de Fitch. J'avais trouvé ça assez rigolo. Et elle citait d'ailleurs Jacques Delors. Où est-ce que j'ai vu ça? Jacques Delors en 1982. J'en ai assez, je ne peux plus supporter cela, on ne peut plus emprunter, il n'y a plus d'argent. Delors 82. Est-ce que quand même là, avec la remontée des taux d'intérêt et toutes ces agences de notation qu'on balayait d'un revers de main depuis 2008 parce qu'elles s'étaient plantées, elles ne vont pas retrouver un tout petit peu d'intérêt? On attend S&P début juin, je crois, sur la note de la dette française. Alors, évidemment, il y a toujours plusieurs manières de voir les choses. Si on s'attache à l'évolution au jour le jour de l'OAT, c'est vrai qu'à la limite, même d'ailleurs, le rendement a baissé. C'est un peu détendu. Absolument. Il n'y a pas eu d'effet. Là, il est remonté, on est revenu au même niveau qu'au moment de Fitch fin avril. Donc, effectivement, à première vue, non-événement. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas. Le problème, c'est que d'abord, il ne faut pas que se focaliser sur la dette française. Ce que je dis à chaque fois, c'est que en fait, la dette française, c'est le benchmark. Mais quand une agence de notation dégrade la dette, elle va derrière dégrader tous les autres qui sont des émetteurs publics, semi-publics, qui ont un tout petit peu moins de garantie de l'État. Et donc, petit à petit, c'est cette chaîne-là qu'il faut aussi regarder. Donc, par exemple, sur le refinancement d'EDF, oui, EDF, qui est SNCF, un point critique, SNCF, et Agir Carco, enfin tout cela. Pareil, alors j'ai pas regardé dans le détail les courbes, mais c'est toujours ça qu'il faut avoir en tête. C'est pas uniquement l'OAT française, c'est que derrière, il y a des emprunteurs. Un jour, il y en a un qui va finir par avoir un vrai problème, et puis petit à petit, ça se rapprochera vers l'État. Ça, c'est la première chose. La deuxième, alors sur le fond, Fitch, c'est quand même très intéressant parce que, évidemment, finalement, ils disent qu'il n'y a plus la capacité de faire la moindre réforme. Et effectivement, c'est ce qu'on dit depuis le départ sur la réforme des retraites, ce qui était nécessaire, il faut faire des économies, mais ce n'était qu'une petite goutte d'eau par rapport à toute la réforme qu'il faut faire en termes de dépenses publiques. Et donc, on sent bien que là, de toute façon, pendant les 4 prochaines années, on en reparlera tout à l'heure probablement, c'est assez coincé. Ouais. Donc, c'est un peu, en gros, le constat que fait Fitch. Donc, ça n'a pas été une critique de la réforme, mais de la méthode, ou du moins du non-dialogue. Et puis, la troisième chose, moi, qui m'inquiète le plus, mais ça, c'est le niveau des taux d'intérêt. Enfin, je veux dire, on se prend un mur de coûts de refinancement de la dette progressivement qui va ne faire que progresser. Un point de hausse de taux, dans l'absolu, c'est 39 milliards dans 10 ans de coûts de la dette supplémentaire, de gestion de la dette. Donc, en gros, on va se prendre 100 milliards de plus dans les 10 prochaines années. Et 100 milliards, c'est une fois et demie le budget de l'éducation nationale. Enfin, c'est 3 fois le budget de la défense. Enfin, c'est des trucs de dingue. Et donc, effectivement, ces petites gouttes d'eau feront qu'un jour, les agences vont vraiment s'énerver et on basculera dans une zone dont là, pour le coup, on va... Enfin, ça fait un moment qu'on dit qu'on basculera et puis on bascule pas. Mais oui. Non, mais Après, il y a plein de raisons pour lesquelles la dette française reste appréciée. Elle a beaucoup de liquidités. C'est la dette allemande. La dette française, c'est la dette allemande. Oui, oui, bien sûr. Et puis, il y a les banques centrales qui sont là. 40% de notre dette est détenue aujourd'hui par les fonds de banque centrale ou les fonds souverains, ce qui est quasi équivalent à l'étranger. Donc on a quand même des gros matelas. Mais encore une fois, il ne faut pas se concentrer uniquement sur l'OAT, il faut regarder derrière. Françoise ? Oui, évidemment, on est en train simplement de réaliser que la dette, c'est pas gratuit pour toujours. Ouais, voilà. ouais. La deuxième chose, c'est quand même qu'en contrepartie, les volumes sont tels que les gens qui détiennent cette dette doivent bien placer leur argent quelque part ailleurs. Il n'y a pas beaucoup non plus, compte tenu des montants en question, d'alternatives. Donc ça soutient aussi des perspectives un peu plus modérées sur ces sujets-là. C'était une phrase que mon ancien patron Patrick Drahi aimait beaucoup rappeler. Quand vous devez 10 000 € à votre banquier, vous en perdez le sommeil. Quand vous lui devez 10 millions, c'est lui qui perd le sommeil. Lui, c'est 10 milliards. Lui, c'est un acrobate de la dette. Mais en même temps, attention, il ne faut jamais confondre dette privée et dette publique. Pour le coup, vraiment rien à voir. Guy, un sujet là-dessus, effectivement, on démarrait sur... merci de nous rejoindre. Et on démarrait sur la dette publique et sur ce constat... Non, mais Cyril nous a répondu. L'idée, c'est les agences de notation. Il y avait cette idée, c'est fini, les agences de notation. On n'en parle plus, etc. Et tout.
peut-être le sentiment qu'on va recommencer à en reparler, voilà, avec, Moi, je pense aussi que c'est quand même pas anodin. Hein. avec la hausse des taux d'intérêt. À un moment, il va falloir régler ses comptes. Alors, reprise du dialogue social. La CFDT nous dit qu'elle veut faire payer cher son retour à la table des négociations. Alors, 3 exigences, et il y en a une qui se confirme et qui m'a quand même au départ surpris, mais justement, c'est le retour des CHSCT. Hein, donc, ces fameux comités supprimés par les ordonnances travail de 2017 avec les délégués du personnel et les comités d'entreprise. Et enfin, ça s'est confirmé, hein, ça va être la première exigence de la CFDT. Ah oui, Je suis tombé de ma chaise. Mais comment ça, Françoise ? c'est leur fonds de commerce. C'est ça. Ça touche leur activité, ça touche. Alors, si on veut être très généreux, c'est leur capacité à être en lien avec le terrain, la réalité du monde du travail. C'est ce etc. qu'ils disent. Voilà, et c'est vrai. En contrepartie, c'est aussi des heures de délégation, c'est une capacité de bloquer à tous les étages, enfin, qu'on a connu hein, quand on avait toutes ces instances. Ça pouvait être absolument kafkaïen d'arriver à organiser un dialogue social avec des rentes locales, des missions qui étaient soi-disant différentes, mais réellement redondantes, etc. Donc, moi, ça ne me surprend pas, par contre, qu'ils remettent le sujet sur le tapis. Après, la question, c'est comment. Je pense que comment ils vont poser le sujet, si c'est simplement de revenir au monde que je décrivais. Alors là, au secours. La seule évaluation que j'ai vue, c'était à la SNCF. Et notamment, on l'a vu au moment de la grève des contrôleurs, la grève surprise, vous vous souvenez, hein, à Noël, qui a surpris tout le monde. Et en fait, la SNCF disait que cette réforme avait amené une division par 3 en moyenne des heures de délégation. Et les salariés protégés. Et des salariés protégés. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on a constaté hein, quand ils avaient fait cette réforme. On avait vu vraiment une diminution flagrante. Hein, et ça avait permis de gagner en productivité, ça avait permis de gagner en fluidité. Alors bon, comme dit Françoise à juste titre, il y a quand même un rôle des CHSCT. Hein, mais bon, c'est toujours le problème, c'est que pour un rôle qui est important malgré tout, hein, on a des contraintes qui sont totalement disproportionnées. Et grâce à cette réforme, on avait vu la différence. Moi, chez Open, mais je crois que ça a été divisé par 3, par 5. Ben, c'est ça, voilà. C'était impressionnant, hein, c'est impressionnant. Parce qu'il n'y avait pas que les CHSCT, il y avait eu d'autres choses aussi. Oui, CHSCT, comité d'entreprise, délégué du personnel. Voilà, tu avais 3 instances qui sont donc fusionnées en une seule, le CSE, le comité social et économique. Voilà. Ça va par dizaines de personnes. Hein. Et donc, parce que la France est ainsi faite, donc on a un Conseil national de la refondation, on l'oublie, hein, mais en fait, il tourne en espèce de séance plénière, ce Conseil national de la refondation. Non, mais c'est vrai. Et donc, il a remis des préconisations sur le travail, et donc, il demande l'installation de représentants de proximité. J'ai adoré ça. Sachant qu'il y a plein d'autres... Ce qui est un peu pathétique dans tout ça, c'est le côté un peu boutique. 2, on n'imagine pas autre chose que de revenir au passé. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, bien sûr qu'il faut être en proximité, et encore plus dans ces moments de rupture, de fracture, d'inquiétude. Enfin, il y a plein de raisons d'être au contact de ces salariés. Mais il y a plein d'autres façons de le faire. En fait, tu as des managers, normalement, pour Alors, faire ça. Il y a des managers, mais il faut aussi qu'il y ait d'autres, qu'il y ait une espèce de contre-pouvoir en manager. Hein. D'accord. Parce qu'il faut ça, mais on peut avoir des études terrain, on peut faire des... Là, pour le coup, le référendum peut être utile. Enfin, il y a plein d'autres façons d'organiser le dialogue, en tous les cas, qui ne sont pas forcément exclusives, mais qu'il faut pouvoir mettre en œuvre parce qu'elles vont toucher un nombre de salariés plus important. Il faut quand même se souvenir de la réalité de la représentation des syndicats aujourd'hui dans les entreprises. Oui, mais ça, c'est la poule et l'œuf, Françoise. Oui, absolument. On est d'accord, hein. Mais je pense que... Moins tu leur donneras de place et moins, en fait, ils en auront, les syndicats. Oui, et du coup, moi, à la limite que le thème ne me gêne pas, ce qui me gêne, c'est la façon de le poser. Et de ne pas se dire qu'est-ce qu'il faudrait pour mettre en place un dialogue social, réel, en proximité, parce qu'on en a besoin, mais avec des moyens modernes, de façon inclusive, et en ne créant pas des propriétaires de la parole du salarié à l'intérieur de l'entreprise. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça le problème. Il faut rajouter aussi
tout ce que vient de dire. Vas-y, Guy. Toutes les questions de nouvelle organisation du travail. Le télétravail a quand même chamboulé un certain nombre de choses. Les réseaux sociaux dans l'entreprise peuvent être utilisés. C'est un moyen d'expression qu'il n'y avait pas avant. Donc le numérique est en train justement de casser tous ces codes. Il y a énormément de boîtes qui, il y a une époque, j'en recevais quasiment une par jour, qui offrent aujourd'hui des solutions de dialogue digital parfaitement anonymisées, efficaces, rapides, etc. Absolument, et c'est pour ça que si j'ai un petit conseil à donner aux syndicats, c'est de aussi penser à leur transformation numérique, comme toutes les organisations. Ça ne peut pas On a mis 11 minutes à y arriver à la transformation numérique. Voilà, exactement. On ne peut pas imaginer un syndicat aujourd'hui qui soit basé sur la révolution industrielle. Donc il faut se réinventer. D'ailleurs, tu as cité tout à l'heure la grève des contrôleurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça s'était fait justement par un groupe Facebook totalement parallèle à l'action des syndicats. Et je pense que ça devrait leur poser question. Oui, je t'en prie, Cyril, vas-y. Non, mais ce qui est intéressant, effectivement, avec ce nouveau sujet, quand on regarde la séquence très froidement des retraites des 3 derniers mois, qu'ont dit les salariés français, et ça, les sondeurs l'ont vraiment bien montré. Alors, ça ne faisait pas la une des journaux où on se focalisait sur ils sont contre les 64 ans, etc. Mais les Français ont exprimé le fait, les salariés, trouvaient leur travail pénible. Oui, non, mais c'est le cas. Donc, non, mais attends, je te dis pas qu'ils ont raison. Non, mais là-dessus, ils ont l'impression de faire un travail pénible. Et je te parle pas de la pénibilité physique. Ils s'ennuient. Il y avait des sondages contradictoires là-dessus, Cyril. Moi, parce que Bertrand Martineau vient nous voir très régulièrement, j'ai l'enquête profonde, pour le coup, de l'Institut Montaigne, qui a été faite à la fin de l'année dernière, disait quand même que à peu près 3/4 des salariés étaient satisfaits de leur vie au travail. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu, parce que tu sais mieux que moi, comment est-ce qu'on peut orienter un sondage à travers les questions qu'on y met, et je suis très méfiant. Oui, mais bon, allez, admettons quand même que quelque part, alors là, moi, je te parle plutôt des sondages Ipsos, IFOP, etc., mais ils ont mis le doigt sur le fait que les Français, je ne vais pas m'ennuyer encore 2 ans au travail. Encore une fois, à tort ou à raison. Donc effectivement, et c'est un peu ce qu'on a... À un moment donné, on l'a vu, il y a eu une tentative pendant une semaine du gouvernement de détourner l'action sur on va améliorer les conditions de vie au travail. Alors il y a eu cette idée qui n'a pas duré très longtemps, de la semaine de 4 jours, etc. Mais donc, j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, d'un point de vue politique et social, renouer le dialogue par l'amélioration pour le mot, du dialogue interne, de la meilleure prise en considération des salariés. Alors évidemment, si ça revient sur annuler toutes les réformes de 2017, les ordonnances travail de 2017, évidemment, quand même Macron. Mais je dis pas le contraire. Non, mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'on sent quand même venir sur les barèmes des prud'hommes aussi. Tout petit fil à tirer pour essayer de renouer le dialogue qui reste quand même important. Enfin, il faut maintenant passer l'éponge, quoi. Ouais, je veux rebondir sur ce que je t'en prie. dire, parce que comment aujourd'hui on peut oublier l'intelligence artificielle dans la discussion. Oui, mais on va y venir. Oui, je vais arriver. Je vais le mettre à l'heure. Je ne l'oublie pas. Mais même là-dessus, je veux dire que ça soit la retraite, que ça soit les conditions de travail, que ça soit les formes d'emploi, le contrat de travail. C'est absolument incroyable. Et d'ailleurs, je pense que c'est une formidable opportunité pour renouer un dialogue, c'est de mettre les organisations syndicales dans la discussion sur l'impact de l'intelligence artificielle. On en parle dans la deuxième partie de notre entretien, parce qu'en plus, je vous raconterai, j'ai eu hier soir une discussion passionnante justement avec des CDO de grands groupes, et le sujet à un moment, il nous faut une stratégie, tout le monde s'en sert dans la boîte, quoi. On est en train de prendre des risques juridiques invraisemblables. Voilà. Donc, on en parle. Non, mais écoutez, tout ça est très... J'ai hésité. Quand j'ai écrit CHCT, je ne vais pas leur faire parler de ça. En fait, c'est passionnant. En fait, on est au cœur du truc. Oui, parce que la question, c'est est-ce que par ailleurs, parce que c'est aussi, alors c'est visiblement une vision syndicale, parce qu'ils veulent se réapproprier ça, mais est-ce que c'est une loi qui doit décider de comment on gère le dialogue, l'angoisse des salariés? Ah oui, mais CHCT, ce qu'une ordonnance a fait, une ordonnance peut le défaire. Oui, donc ça, ce que je veux dire, c'est qu'on va chercher dans leur cadre réglementaire des pratiques qui doivent être d'abord des pratiques de management au passage. Oui. Le télétravail, etc., l'explosion de l'entreprise, c'est d'abord la crise du management et la réinvention du management. Et sinon, réforme des grilles salariales, ça, voilà. Et réforme des aides aux entreprises.
Là, tu soulèves un couvercle. Allègement de charges, j'imagine qu'il y a derrière. Réforme des aides aux entreprises qui serait liée Non, c'est lier les aides aux entreprises au verdissement ou pas de leur activité. Voilà, au maintien ou pas de l'emploi, Moi, je lis encore des tweets de gens qui disent il faut supprimer le CICE. Il y a encore des gens qui en sont là. Donc j'imagine que les syndicats, c'est plutôt un angle d'alourdissement des charges plutôt que d'allègement. Malheureusement. Oui, dans les deux cas, quand je dis allègement, c'est aussi pour. Il y a des débats sur. C'est une espèce de grand classique de où est-ce qu'on arrête les allègements, etc. Le nombre de lois qu'on a eues sur ces sujets-là est absolument c'est vrai qu'il y a des sujets. Ça fait des années qu'on en parle, par exemple sur le crédit impôt recherche. Il faut peut-être regarder à nouveau la façon dont il est affecté. Ah tiens, c'est intéressant, Guy. Tu évolues là-dessus. Non. Parce que moi, j'ai complètement vrillé. Hein. J'ai complètement évolué là-dessus. Oui, on n'a encore jamais parlé ensemble, mais je sais bien, il faut un plafond. Il y a 10 ans, on en parlait déjà. Donc, je pense que il faut réfléchir à l'affectation de ce crédit impôt recherche. Voilà. Là, il est un peu trop. Quand on voit qu'il y a des centaines de millions, c'est des milliards dont on parle. On parle de 7 milliards d'euros. 7 milliards d'euros. Alors, malheureusement, je l'ai déjà cité, j'ai plus le chiffre exact, mais en gros, tu as 25 grands groupes qui captent à peu près 2,5 milliards de ces 7 milliards d'euros. C'est beaucoup. Et pourquoi ? Parce qu'il n'est pas plafonné. Et j'ai découvert ça. C'est une aberration. Et d'accord. Voilà. Et je crois que tu vas être d'accord aussi sur le fait que c'est pas dans les grands groupes que l'argent injecté pour l'innovation est le plus efficace. Absolument. Voilà. Absolument. C'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, et il peut être efficace pour que les équipes de recherche en question soient en France. Oui, mais plafonne-le. Elles seront en France. Plafonne-le. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est un outil d'attractivité aussi. En Allemagne, il est plafonné à 4 ou 5 millions d'euros, je crois. Oui, plafonne-le même à 20 millions, si tu veux, tu vois. Alors qu'il y en a certains qui ont 200 millions. Mais bien sûr. Écoute, parce qu'en plus, on parle 25 grands groupes qui se partagent 2,5 milliards. On parle beaucoup de l'informatique. Loin de là. Tu vois, de la pharmacie, etc. Oui, tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que j'avais encore autour de... Oui, non, mais sinon, donc on a cette... Alors, je me suis pris les pieds dans mes pages, mais c'est pas grave. J'avais une phrase de Jean-Dominique Sénard qui visiblement me paraissait plein de sagesse, mais je ne l'ai plus. C'est pas très grave. La question des classes moyennes, le plan Marshall, classe moyenne, Cyril, alors on en a parlé pendant 1 heure hier, donc je vous redonne la définition d'ailleurs économique OCDE, entre 0,75 fois le salaire médian et 2 fois le salaire médian, ce qui nous fait en France quelque chose entre 1 200 € et 3 600 tiens, j'ai demandé à ChatGPT tout à l'heure, entre 13 et 14 millions de salariés, dit l'INSEE. Voilà, ça fait beaucoup de monde, quoi. Ça fait quoi? Ça fait beaucoup de monde. C'est la moitié des salariés français. Entre le 3e et le 8e décile de revenus, c'est ça à peu près, la classe moyenne? Alors tu m'en demandes trop, j'ai pas de ChatGPT sur moi. Ce qu'on a vu depuis 2017, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est qu'effectivement, les 2 premiers déciles, donc les déciles les plus bas en termes de revenus, ont finalement bénéficié d'un petit regain de pouvoir d'achat. Il faut toujours être prudent parce que c'est en inflation, grâce à certaines mesures. Le décile le plus élevé, le 10e, les plus riches aussi en a bénéficié. Mais effectivement, au milieu, ça n'a quasiment pas bougé. Donc, de facto, avec 14 millions de Français, tu vas pas relever le barème. Ah non, mais je dis pas que... Mais je veux dire que là aussi, encore une fois, il y a un sujet politique de vouloir essayer de reconquérir cet électorat-là qui, effectivement, en regardant les chiffres, n'est pas forcément celui qui a le plus bénéficié des mesures depuis 2017. C'est de bonne guerre, mais honnêtement, c'est effectivement... c'est pas comme ça qu'on va y arriver, quoi. C'est effectivement en faisant des emplois mieux rémunérés, plus productifs, etc. Enfin, c'est... Et qui n'en a visiblement... Enfin, tu dis ils n'ont pas bénéficié des mesures depuis 2017. Suppression de la taxe d'habitation, c'est pour eux, en grande partie. Allègement des charges sociales, c'est-à-dire la suppression de tout ce qui est cotisation chômage sur le salaire, c'est pour eux, en grande partie. Gabriel Attal cite l'ensemble des chèques qui nous ont accompagnés cet hiver. C'était aussi en partie pour les classes moyennes. Oui. Mais qui n'en ont aucune perception, en fait. J'ai l'impression qu'ils n'en ont absolument aucune perception. Il y a un problème de perception de tout ça. Ah bah oui, de toute façon, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'on a distribué le chèque énergie, le chèque énergie, on l'a distribué avant de commencer à avoir mal.
Alors, on ne va pas reprocher à l'État d'être hyper prévenant, mais sauf que les Français n'ont pas vu la facture d'électricité augmenter et t'aurais distribué les 100 € après. Politiquement, encore une fois, tu aurais eu un petit gain. Mais là, non, il n'y a même pas eu de gain parce qu'on a distribué tout de suite. Donc, oui, c'est absurde. Mais c'est de l'argent mis... Enfin, oui. Pas jeté en l'air, mais en tout cas, politiquement, oui. On a évité... Enfin, je pense que la logique, c'était d'éviter... Il y avait une peur terrible d'une crise sociale à nouveau. Enfin, le traumatisme gilet jaune dont tout le monde parle, c'est ce qui a provoqué ça. Et on ne l'a pas eu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a comment ça, on l'a pas eu? J'ai l'impression qu'on en sort à peine. On l'a pas eu là où on l'attendait, mais on l'a eu. Là où on l'attendait. On l'a pas eu là où on l'attendait. On l'a pas eu autour de l'inflation. Il faut regarder ce qui se passe en UK, dans d'autres pays européens. Oui. Où, là, le coût de l'inflation, les gens l'ont ressenti avec beaucoup de douleur. Ce qui est quand même pas tout à fait. Je dis pas qu'il n'y a pas un problème, mais c'est pas du tout. C'est pas le même niveau de difficulté. Bien, on va marquer une pause et puis ensuite, on va reparler justement de l'intelligence artificielle et des lycées professionnels. De très bons sujets. C'est parti, on se retrouve dans un instant.